Le XXe siècle a créé une arme de destruction massive qui tue des millions de gens sans discrimination. Et cette arme est en vente libre. Pour sauver des vies, une science nouvelle est apparue, fruit des travaux novateurs de quelques savants un peu fous. En tirant les leçons d'un demi-siècle d'erreurs en tout genre, ils ont révolutionné l'industrie automobile. Et ils ont fini par transformer un monstre à moteur en merveille de la technologie. L'étude des accidents a pour but de s'assurer que votre prochaine excursion en voiture ne soit pas la dernière. Peu après minuit, le 31 août 1997, un chauffeur, au volant d'une Mercedes à bord de laquelle se trouve la princesse Diana, s'engouffre dans le tunnel du pont de l'Alma. À sa suite, viennent plusieurs motos de paparazzi. Soudain, le chauffeur perd le contrôle du véhicule, percute un des piliers qui séparent les deux voies et rebondit sur la paroi de l'autre côté du tunnel. Deux des occupants meurent sur le coup. La princesse de Galles, elle, décède à l'hôpital. Seul son garde du corps en réchappe. Mais un tel accident, survenu à 96 km/h, devait-il forcément être fatal? Qu'est-ce qui a mal tourné? À travers le monde, on estime aujourd'hui à plus de 3000 le nombre de gens qui meurent chaque jour dans des accidents de la route. Et il suffit d'une fraction de seconde pour que notre voiture chérie se retourne contre nous. Malgré son chaos apparent, un accident regorge d'indices, des os brisés aux amas de métal tordus, qui permettent aux enquêteurs spécialisés de reconstituer l'enchaînement des événements qui ont conduit à la tragédie. On voit des traumatismes consécutifs à des chutes, des agressions, des brûlures, mais les pires et de loin sont ceux qui résultent des accidents de la route. Les zones où les lésions sont les plus graves sont la poitrine, l'abdomen, le bassin et la tête. Après un accident grave, les médecins ne sont pas les seuls professionnels auxquels on fait appel. Les constructeurs automobiles envoient souvent une équipe d'enquêteurs aux côtés des services d'urgence. Ils examinent la façon dont les systèmes de sécurité du véhicule ont réagi et si les occupants ont été blessés. Puis, l'épave arrive ici, à la casse. On est toujours conscient d'être à quelques secondes d'un désastre. Tous ces automobilistes étaient convaincus d'être les meilleurs conducteurs du monde. Les enquêteurs, dépêchés par certains constructeurs, analysent les données provenant de milliers d'accidents pour améliorer la résistance à l'écrasement de leurs véhicules. La sécurité est aujourd'hui une priorité conceptuelle et marketing, et les automobilistes n'ont jamais été aussi protégés. Mais des accidents se produisant toujours, elles continuent d'évoluer. Ces principaux intervenants sont les cadres des grands constructeurs, les scientifiques, les publicitaires et bien sûr les consommateurs. Tout a commencé avec une science révolutionnaire que la plupart d'entre nous considèrent aujourd'hui comme allant de soi à chaque fois que nous prenons le volant. À la fin du 19e siècle, les premières voitures non hippomobiles sont considérées comme tellement dangereuses que leur vitesse est limitée à 6,5 km à l'heure en Grande-Bretagne. Les gens sont alors particulièrement soucieux de la sécurité, ce qui conduit à des inventions pour le moins bizarres comme ce filet pour piétons.
ça a sûrement été l'époque la plus sûre de toute l'histoire automobile. Mais dans le courant du XXe siècle, les voitures se multiplient et la vitesse, toujours sur les routes anglaises, passe à un enivrant 32 km/h. L'âge de la sécurité est d'ores et déjà révolu et l'automobile devient une affaire de gros sous. Les arguments de vente misent sur les gadgets et l'image. Quant aux accidents, ils incombent à l'alcool, à des erreurs de conduite ou à la malchance. La première ère automobile commence en Allemagne, dans les années 1900, à une époque où la voiture s'impose comme un luxe incontournable pour les gens fortunés. Les voitures ne sont alors que des plaques de métal vissées et rivetées à un cadre de bois encore dépourvu de phare ou d'essuie-glace. Et voici ce qui arrive quand une de ces vieilles guimbardes subit un essai de choc moderne. Pas beau à voir. Bien des équipements sont aussi dangereux que des armes, comme les pare-brises en verre à vitres qui lacèrent les visages, les tableaux de bord extrêmement durs qui fracassent les crânes et les colonnes de direction qui empalent le conducteur. Quant au code de la route, il est pour ainsi dire inexistant. Les premières auto-écoles européennes enseignent l'entretien du véhicule, pas la sécurité routière. Et il faut attendre 1919 pour que le premier feu vienne réguler la circulation à Détroit. La production à la chaîne rend bientôt l'automobile accessible à un public bien plus large. Elle coûte moins cher, mais à quel prix? Au milieu des années 20, plus d'un demi-million de gens ont déjà trouvé la mort sur les routes américaines. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, un petit constructeur scandinave est convaincu que les systèmes de sécurité doivent faire partie intégrante d'une bonne voiture. En 1927, les fondateurs de Volvo, Assar Gabrielsson et Gustav Larsson, déclarent « Les voitures sont conduites par des gens. Par conséquent, le principe directeur derrière tout ce que nous faisons chez Volvo est et devra rester la sécurité. » Il se concentre sur un élément responsable de la majeure partie des blessures. Les voitures sont alors équipées de pare-brises en verre à vitres primitifs, si bien que le moindre petit froissement de tôle peut engendrer des lacérations dramatiques au visage. Pourtant, la parade existe déjà. Dès 1903, un accident de laboratoire avait conduit à la découverte du verre feuilleté. Le chimiste français Édouard Benedictus avait fait tomber un récipient en verre sur le sol. Il s'était brisé, mais sans faire d'écharde. Apparemment, la nitrocellulose séchée avait enduit l'intérieur du récipient d'un revêtement adhésif qui limitait les risques de bris. Édouard Benedictus découvre le potentiel de sa découverte en lisant un article sur un accident au cours duquel une jeune fille a été défigurée par des éclats de pare-brise. Ému par cette histoire, il retourne à son laboratoire et fabrique un adhésif à base de celluloïd qu'il glisse entre deux plaques de verre. Il suffira d'un accident pour que le pare-brise en verre feuilleté devienne un équipement standard. 24 ans plus tard, en 1927, un pilote de chez Ford est grièvement blessé par un éclat de pare-brise. Du coup, Henry Ford impose l'utilisation du verre feuilleté sur tous ses nouveaux modèles A. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Amérique devient le premier fabricant mondial d'automobiles. Ce pays possède la technologie, les ressources naturelles et la puissance économique nécessaire pour produire en quantité. Mais en 1929, le crash de Wall Street menace de démanteler cette industrie. Les constructeurs ont donc impérativement besoin d'une nouvelle stratégie marketing. Il faut trouver un exutoire à la grande crise, et la voiture devient le symbole de la prospérité de demain. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la fabrication se concentre sur les besoins des armées. Mais après, la conception des voitures pour le grand public passe la vitesse supérieure. Sauf que les ventes augmentant, les accidents de la route se multiplient.
Dans les années 50, les morts se comptent par dizaines de milliers chaque année et les gens commencent à penser à la sécurité. Apparaissent alors les premières campagnes expliquant aux conducteurs les dangers de la vitesse. On s'adresse à Hollywood et à une jeune vedette du nom de James Dean, qui est aussi un pilote de course de talent, pour faire passer le message. Un conseil pour les jeunes qui prennent le volant? Allez-y mollo, vous sauverez des vies. Et peut-être même la mienne. Ironie du sort, c'est peu de temps après le tournage de ce spot publicitaire, en 1955, que James Dean aura un accident de voiture. Avec le mécanicien Rolf Weatherich, il se rend à une course à Salinas, en Californie, en filant sur la route 466, au volant de sa nouvelle voiture, une Porsche Spyder. Mais en arrivant à un carrefour, il percute un coupé Ford qui vient en sens inverse. Éjecté, Rolf Weatherich s'en sort. James Dean est tué sur le coup. Un bon nombre des voitures de sport de l'époque étaient des cabriolets dépourvus d'arceaux de sécurité qui n'apparaîtront que dans les années 80. Toujours dans les années 50, la conception n'était qu'affaire d'esthétique. Autant dire que si vous aviez un accident sans ceinture de sécurité, vous ne risquiez guère de vous en sortir. Dans une voiture moderne, James Dean aurait peut-être survécu, mais il n'avait aucune chance dans son cabriolet. Après seulement 3 films, sa disparition prématurée propulse aussitôt James Dean au rang des légendes du cinéma. L'épave part en tournée, tandis que la légende, elle, vient grossir les statistiques. Dans les années 60, les nouvelles autoroutes changent l'automobile. L'essence, le gîte et le couvert étant disponibles le long de toutes les voies de circulation, l'Amérique à la bougeotte. Les familles se déplacent en voiture, mais au fur et à mesure que les moteurs gagnent en puissance, les détracteurs exigent des véhicules plus petits et plus économiques. De plus en plus de foyers dépendant désormais de l'auto, la sécurité commence à s'imposer dans l'esprit de Monsieur Tout-le-Monde. Et les années 60 vont voir naître une science nouvelle. Le professeur Lawrence Patrick et son assistante Bud Mertz travaillent à la Wayne State University du Michigan. Au début des années 60, ils commencent à procéder à des expériences novatrices dans le domaine de la résistance corporelle à l'impact. Leurs résultats vont transformer à jamais cette science. Bud Mertz se rappelle la démarche originale de son mentor. Le domaine auquel il s'intéressait, c'était la biomécanique, la tolérance humaine à l'impact. Les deux hommes allaient être leurs premiers cobayes. Ils allaient se faire défoncer la poitrine par un bélier de 10 kg et accomplir plus de 400 trajets à bord d'un appareil à décélération rapide, reproduisant le choc d'une voiture contre un mur, le tout sous l'œil d'une caméra. Ils conçoivent des méthodes de plus en plus ingénieuses pour infliger des coups aux différentes parties de leur corps, créant ainsi des outils tenant plus de l'instrument de torture que de l'appareil scientifique. C'était une science toute nouvelle, et tout ce que nous faisions était nouveau. Certaines expériences se révèlent plus efficaces, comme celle pour estimer la force imprimant des niveaux croissants de contusion. Tout est méthodiquement testé et dûment enregistré. Le test de chute était un poids de petite taille logé dans un tube. Vous vous couchiez sur la table, le tube était au-dessus de votre tête et le poids tombait de 2, 5 ou 8 cm de haut. Tout le monde ressortait avec un petit bleu sur le menton. C'était plutôt drôle. Acquises dans la douleur, ces données constituent une véritable percée. Elles démontrent que lors d'un accident de voiture, il y a toujours 3 styles de choc. Le premier est l'impact du véhicule. Il est suivi par la projection violente du corps dans la direction de cet impact. Puis viennent les contusions, les saignements et les tractions musculaires qui révèlent comment les organes sont eux aussi projetés en avant.
Ces recherches permettent aux scientifiques d'être aux premières loges pour constater les effets des lois de la physique sur le corps humain. Mais la tolérance à la douleur vient bientôt limiter le champ d'expérimentation des deux hommes. Il leur faut un volontaire d'un nouveau genre. Si vous viviez ou mouriez à proximité de la Wayne State University dans les années 60 et que vous faisiez don de votre corps à la science, vous risquiez fort de participer à des essais de choc. Les cadavres étaient enroulés de bandages pour dissimuler leur identité et pour atténuer l'impact psychologique sur les chercheurs. À l'université, on conservait les cadavres pour les étudiants en médecine, mais ils nous ont aussi servi à mesurer les contraintes que les os peuvent endurer avant de casser. Mais même les morts ont des limites. Un de nos problèmes, c'est que la plupart des cadavres étaient des gens âgés. Or, la structure osseuse change avec l'âge, et nous avons dû le prendre en compte. L'utilisation de cadavres ne dure guère. Leur utilisation est macabre. Envelopper chaque dépouille prend du temps, et on ne peut l'utiliser qu'une ou deux fois. La science exige une doublure plus endurante. Les premiers mannequins anthropomorphes synthétiques ne sont que des mannequins de supermarché à peine améliorés. Et en plus, ils fument. Ils n'apportent aucun aperçu quantitatif sur les blessures enregistrées par un corps humain. En revanche, ils fournissent des indices intéressants sur la tolérance humaine aux blessures. La naissance de cet outil marque un tournant dans la science de la sécurité automobile. Mais les constructeurs ont toujours besoin de données réelles, de critères de blessure sur un corps humain vivant. Combien de kilos faut-il pour fracturer un os, par exemple? À la Wayne State University, on a la réponse à cette question. Le mannequin a été conçu pour reproduire les réactions du corps humain et pour mesurer les blessures enregistrées. Il pèse un poids équivalent à celui d'un homme et se voit doté d'articulations, d'un bassin et d'une colonne vertébrale articulée ressemblant au nôtre. Les mannequins de dernière génération coûtent la bagatelle de 110 000 € pièce. Tel est le prix de leur intelligence. En effet, en une fraction de seconde, leur capteur enregistre plus de 30 000 données. Et les scientifiques continuent de les torturer de 1001 façons. Susan Yester est spécialiste S-accident de la route chez Chrysler. Voici le laboratoire ATD, l'appareil d'essai anthropomorphique. Il s'agit d'un instrument mécanique simulant le corps humain. Chaque partie du corps est testée individuellement pour vérifier son bon fonctionnement. La tête pour s'assurer qu'elle rebondira bien lors d'une collision. Les genoux pour vérifier la densité de la peau. Et la poitrine pour vérifier si les côtes réagissent convenablement à un impact. Tous les constructeurs disposent de nombreux mannequins. Des hommes adultes, des femmes un peu plus petites, des enfants de toute taille et même des bébés. Les corps humains sont très différents. Et ces mannequins sont des outils standards qui nous permettent d'effectuer divers types d'essais sur différentes parties du corps. Comme nous connaissons tous les paramètres de ces outils, nous pouvons refaire les tests et évaluer les données reçues dans un cadre scientifique. Tout d'abord, direction le maquillage où on enduit le mannequin de gras. Cette substance permet aux chercheurs de voir quelles parties de l'ATD sont touchées lors d'un accident. Puis, on pose des cibles adhésives sur la tête. Il s'agit de points de référence qu'on suit sur les images au ralenti. Enfin, on installe des capteurs tout autour de la voiture et du mannequin. Il y a sur le véhicule une soixantaine de câbles qui se branchent dans autant d'endroits où nous prélevons des données.
Un accident dure une fraction de seconde au cours de laquelle les capteurs enregistrent jusqu'à 37 200 données. Elles sont toutes analysées par ordinateur et transformées en chiffres équivalents à des blessures corporelles. C'est à ces mannequins que nous devons l'installation obligatoire de l'équipement de sécurité le plus important de tous les temps, mais aussi le plus négligé. Dans les années 30, plusieurs médecins américains équipent leurs voitures de ceintures de sécurité pour inciter les constructeurs à faire de même. Sauf qu'on ne considère ce gadget utile que sur les voitures de course. Suite logique, dans les années 50, la ceinture est victime de rumeurs et d'idées reçues qui provoquent une levée de bouclier de la part du grand public. Les conducteurs affirment que si une voiture prend feu ou tombe dans l'eau, la ceinture se transforme en piège mortel. On pense alors qu'il vaut mieux être éjecté que sanglé dans un véhicule. En fait, les gens n'aiment pas la ceinture et cherchent la moindre excuse pour ne pas la mettre. Quant aux constructeurs qui en équipent leur modèle, ils sont rarissimes. Parmi eux, Volvo fait une fois de plus figure de précurseur. Ces spécialistes des accidents sont déjà à un stade plus évolué que celui de la ceinture 2 points qui ne protège absolument pas la tête. Ils ont mis au point une ceinture diagonale qui sangle la poitrine. Mais si elle limite les lésions infligées à la tête, elle est encore plus que perfectible. En effet, à l'impact, le corps glisse sous la ceinture qui s'accroche au cou, provoquant des blessures graves quand ça n'est pas la décapitation. Les ingénieurs de Volvo retournent donc à leur planche à dessin et ils présentent la ceinture 3 points. Fixée au châssis, cette ceinture se montre efficace, car elle appuie sur les deux parties les plus résistantes du corps humain, les hanches et la poitrine. Devenu standard, le système 3 points de Volvo, dont le brevet a été déposé en 1958, est l'équipement de sécurité le plus efficace, tous véhicules confondus. Pourtant, dans les années 70, l'industrie automobile la plus puissante du monde fait toujours la sourde oreille. Et il n'y a pas que la ceinture de sécurité qu'elle néglige. En dépit de leur efficacité, dès l'instant où les équipements de sécurité ne peuvent pas servir d'argument de vente, les constructeurs ne veulent pas les installer. Même le grand public refuse de tenir compte des statistiques qui démontrent que les voitures sont meurtrières. La publicité mise sur le style et les performances. Les flancs de pneus à bordure rouge. Vous voulez un autre toit au-dessus de votre tête? Qui êtes-vous? Mon siège baquet en option, ma direction assistée et ma climatisation vous mettent sur la voie. Le Dodge Avenger? Vous m'avez démasqué. En route, poupée. Allons swinguer. C'est alors qu'un jeune diplômé en droit de Harvard et Princeton en appelle au gouvernement pour réglementer le secteur. Ralph Nader, futur avocat militant puis candidat à la présidence américaine, s'oppose à la toute-puissance des grands constructeurs. La voiture la plus dangereuse utilisée à l'heure actuelle, et en grand nombre aux États-Unis. En 1965, il publie un livre qui fait scandale et qui va alimenter un conflit qui durera près de 25 ans. Dans « Ces voitures qui tuent », il affirme que General Motors fabrique des véhicules dangereux en ignorant les recherches en matière de sécurité. Elle provoque plus de blessures graves ou mortelles lors d'une collision que n'importe quelle autre voiture utilisée couramment aux États-Unis. General Motors embauche une équipe pour enquêter sur Ralph Nader, qui traînera à son tour le constructeur en justice pour atteinte à la vie privée. Suite à un arrangement à l'amiable, il empochera 425 000 $. En 1966, en s'appuyant sur les recherches des fabricants et des scientifiques, le Congrès américain vote les premières lois régissant la sécurité automobile. Elles restent, à ce jour, les lois les plus importantes en la matière dans ce pays. Cette législation impose des changements fondamentaux comme l'appui-tête, la colonne de direction télescopique et surtout l'installation obligatoire de ceintures de sécurité. Mais un fabricant fait l'objet de critiques. Il semble faire passer les bénéfices avant la sécurité.
Ford doit faire face à la concurrence acharnée de Volkswagen et de plusieurs constructeurs japonais sur le marché américain des voitures de petite taille. Généralement, il faut compter 4 ans pour sortir un nouveau modèle. Mais il n'en faut que 2 à Ford pour lancer la fabrication de la Pinto. Avant la sortie de ce modèle, les ingénieurs de Ford avaient décelé une erreur de conception. Lors d'essais de choc sur la partie arrière, le réservoir de la Pinto avait été endommagé, ce qui s'était souvent soldé par une explosion et un incendie. Mais la chaîne de fabrication de la Pinto ayant déjà été construite, Ford sort une voiture défectueuse. Le constructeur, qui expliquera par la suite avoir effectué une analyse risque-bénéfice, sera critiqué par certains pour avoir sauté des étapes. Finalement, en 1978, Ford se met d'accord avec le département des transports et rappelle toutes ses Pinto. Mais d'autres voitures, et certaines de leurs caractéristiques, continuent de faire des ravages. Les véhicules étant de plus en plus rapides, les collisions sont toujours plus spectaculaires et toujours plus mortelles. À l'impact, les voitures se transforment souvent en pièges fatals. En 1967, un accident très médiatisé met en évidence les ravages que peut faire une voiture. Au petit matin du 29 juin, sur la Nationale 19, en Louisiane, une Buick à bord de laquelle se trouve Jane Mansfield est en route pour la Nouvelle-Orléans. La visibilité est exécrable et à 4h07, la Buick s'encastre dans un camion qui roule à vitesse réduite. Au moment où la voiture se glisse sous l'arrière du poids lourd, son toit est arraché. Les 3 occupants installés à l'avant sont tués sur le coup. Jane Mansfield a le haut du crâne arraché. Elle aurait eu de bien meilleures chances de survie dans une voiture moderne, car les automobiles sont aujourd'hui conçues comme des cages de protection qui dévient les forces créées par un impact autour de la structure renforcée de la voiture. L'erreur de conception fondamentale en matière de sécurité voulait que plus un véhicule était rigide, plus il était sûr, alors que des décennies d'accidents prouvaient à l'évidence le contraire. En cherchant des moyens de protéger la voiture, la science découvre un élément clé pour la survie des occupants. Souvent, après un impact, plus une voiture semble abîmée, moins ses occupants sont blessés. La raison en est toute simple. Les objets en mouvement recèlent de l'énergie, et il faut une force opposée pour stopper un objet en mouvement. Cet arrêt peut être instantané ou progressif. Ralentir le temps nécessaire pour que la force opposée absorbe l'énergie est la base même des recherches modernes en matière de sécurité. Si l'avant et l'arrière d'un véhicule sont conçus pour se déformer, l'essentiel de la force générée par l'impact est absorbé avant d'atteindre les occupants. Ces endroits ont été baptisés zones de déformation. Capitale pour la survie des passagers, elles demeurent cependant insuffisantes. Votre voiture est conçue pour se déformer à l'impact, pas votre visage. S'ils ne s'attachent pas, les passagers ont encore une masse et une énergie propres. Et malheureusement, ils n'utilisent toujours pas systématiquement leur ceinture de sécurité. Comme la plupart des victimes, Julie connaissait son assassin. C'était son fils, qui n'avait pas attaché sa ceinture. Après lui avoir fracassé le crâne, il s'est rassis. Réfléchissez et attachez toujours votre ceinture. En Grande-Bretagne, les campagnes de prévention finissent petit à petit par faire passer le message. Le plus remarquable, c'est l'utilisation de plus en plus répandue de la ceinture au cours des 15 ou 20 dernières années. Il y a plus de 20 ans, la plupart des centres de soins admettaient des patients dont il fallait recoudre le visage, car ils s'étaient tapés contre le pare-brise, vu qu'ils n'avaient pas attaché leur ceinture.
L'individu qui ne met pas sa ceinture et qui est éjecté voit ses risques de subir des blessures graves ou mortelles augmenter de 300%. Mais outre-Atlantique, on ne tient aucun compte de ce conseil. Dans les années 80, moins de 25% des automobilistes attachent leur ceinture. On tente d'ouvrir les yeux du public grâce à des lois fédérales et à des campagnes d'information résolument différentes de celles des Britanniques. Allez les jeunes, on met la ceinture. La pub ne rencontrant que peu de succès, le gouvernement américain décide de ne plus donner le choix aux automobilistes. Et les scientifiques retournent à nouveau à leur table à dessin. Ils doivent mettre au point un système qui clouera les occupants dans leur siège. Que ça leur plaise ou non, un appareil sur lequel ils n'auront aucun contrôle. La course au coussin gonflable de sécurité, l'airbag, vient de commencer. On le considère alors comme le système de sécurité passive par excellence. Inventé dans les années 50, il a équipé certains véhicules dès les années 70. Mais l'airbag ne devient un équipement standard qu'en 1988, chez Chrysler. C'est une mesure radicale. En effet, le gonflage du coussin est extrêmement violent. Pour être efficace, il doit se gonfler en une fraction de seconde. Pour ce faire, les scientifiques envisagent d'utiliser des explosifs comme de la poudre à canon. Ils étudient la taille du coussin, les matériaux à employer et les moyens de le déclencher moins de 30 millisecondes après l'impact, sans que rien n'explose. En résumé, c'est une vraie gageure. Finalement, Chrysler relève le défi avec un coussin en nylon fin logé dans la colonne de direction ou le tableau de bord. La force de gonflage revient à percuter un mur de briques à 25 km/h. La mise à feu d'un solide à combustion rapide provoque une expansion de gaz qui gonfle le coussin, le faisant jaillir de son habitacle à environ 320 km/h. Ces systèmes sauvent 1500 vies chaque année. Mais l'airbag va bientôt révéler son côté obscur. La réglementation oblige à tester le coussin gonflable seulement avec des mannequins représentant des hommes adultes pesant environ 72 kg pour 1,75 m. Et les scientifiques vont bientôt découvrir que l'airbag ne protège aucunement les individus les plus vulnérables. Le déclenchement à une vitesse de 320 km/h peut sectionner des doigts, occasionner des fractures au niveau du visage et des bras, et même tuer. Conçu pour stopper un adulte moyen à hauteur de la poitrine, il frappe les gens plus petits en plein visage. Des familles endeuillées créent une association pour contraindre les constructeurs à faire figurer des avertissements indiquant les dangers de l'airbag pour les enfants. Le message est clair. Ne faites jamais asseoir un enfant devant un coussin gonflable. Et les enfants ne sont pas les seules victimes. Des adultes plus légers, des femmes principalement, figurent au rang des victimes. Mais les ingénieurs trouvent la solution. Des systèmes automatisés qui pèsent et scannent les passagers pour ajuster la pression de gonflage du coussin. Et la meilleure façon d'évaluer les systèmes de sécurité, c'est l'essai de choc. 5, 4, 3, 2, 1. C'est l'étape ultime de la stratégie sécurité d'un constructeur. Aujourd'hui, chaque modèle est testé. Encore et encore. Choc arrière. Impact latéraux. Piétons.
et chocs frontaux. Chacun de ces essais coûte plus de 75 000 €. Ici, au quartier général sécurité de Volvo, en Suède, on en effectue plus de 400 par an. Chaque épave est soigneusement analysée, puis stockée. Il faut à l'équipe 6 heures pour préparer une voiture. Celle-ci va subir un impact latéral violent. Dans la voiture à l'arrêt se trouvent 2 occupants, un conducteur et un passager avant. Elle va être percutée, côté passager, par un véhicule roulant à 96 km/h. 20 caméras ultra rapides enregistrant 3000 images par seconde sont installées à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. Ces caméras ont besoin d'un éclairage très fort. C'est pourquoi chacun de ces 32 projecteurs a une puissance de 8 kW. Ils sont si puissants qu'ils ne sont allumés que 5 secondes avant l'impact. Sinon, ils explosent. La voiture est équipée de 200 capteurs qui transmettent des données à la salle de contrôle. Il faut 6 heures pour préparer une voiture, mais la collision ne dure qu'un instant, 300 millisecondes. Ensuite, il faut 3 semaines pour analyser les données. Le rôle de Thomas Broberg, disséquer la voiture. Lors d'un impact latéral, on mesure l'accélération de la tête, les forces et les déviations sur la poitrine, le bassin et les jambes. En s'appuyant sur les données biomécaniques, on a déterminé l'échelle de résistance d'un individu lambda. Mais un essai de choc reste une expérience de laboratoire. Et parfois, un progrès en matière de sécurité fait apparaître un danger nouveau. C'est ce qui arrive dans les années 80, à une époque où les voitures protègent leurs occupants comme rarement par le passé. Pour la première fois de l'histoire, les chances de survie commencent même d'augmenter. Pourtant, si les victimes de chocs latéraux violents survivent à l'impact, quelques heures après, elles sombrent dans un coma qui se solde par des lésions irréversibles au cerveau. C'est alors que les analyses montrent pourquoi un mouvement vers l'avant n'induit pas de coma, contrairement à celui provoqué par un choc latéral violent. Lors d'un impact latéral, les 2 hémisphères cérébraux s'écartent et leurs connexions se distendent. Les fibres neurales atteignent leur point de rupture, cèdent et elles ne peuvent pas se réparer. Le cerveau commence alors à enfler, provoquant le coma ou la mort. Afin d'atténuer ces effets, les constructeurs se concentrent donc sur la protection contre les impacts latéraux en devant relever un défi nouveau. Ils n'ont qu'une quinzaine de centimètres d'épaisseur pour loger un système permettant de minimiser les conséquences d'un impact latéral. Mais ils sont déterminés à réussir. Comme nous l'explique Ingrid Skogsmo. En 1991, nous avons instauré le SIPS, un système de protection structurale qui détourne une bonne partie de l'énergie d'un impact latéral à travers le véhicule. Comme ça ne suffisait pas, en 1994, nous avons introduit dans le siège l'airbag latéral qui se gonfle pour protéger la poitrine. Mais il fallait encore protéger la tête. Donc, en 1998, est apparu un rideau gonflable qui tombe du plafond. Une invention Volvo qui équipe nos modèles.
Depuis 1998, en Europe, toutes les nouvelles voitures doivent subir un test d'impact latéral. Ces expériences sont un moyen de faire le lien entre les données recueillies en laboratoire et les situations auxquelles des millions d'automobilistes sont confrontés chaque jour. Un des experts sécurité de Volvo, John Frederick Gronvall, est relié 24 heures sur 24 à un hôpital et on l'appelle en cas d'accident de la route. Après une collision, les ambulances arrivent sur les lieux. Si une des voitures concernées est une Volvo, John Frederick Gronvall est averti. C'est lui qui décide s'il faut ou non envoyer une équipe de scientifiques pour rassembler des données sur l'accident. Ces hommes s'informent de l'état de la route et prennent des mesures. Ensuite, l'épave est acheminée jusqu'au laboratoire pour être examinée dans les moindres détails. Voici une voiture qui a subi un impact latéral lors d'un accident assez violent. Grâce au système SIPS, vous pouvez voir que l'espace de survie ici a été suffisant. Malgré la violence du choc, cette partie structurelle résistante a protégé l'intérieur comme une cage de protection. Et à l'intérieur, le siège s'est légèrement déporté latéralement pour accroître l'espace de survie. Les données rassemblées par l'équipe de recherche sont ensuite transmises aux ordinateurs du centre d'essai afin de modifier les essais existants et d'en concevoir de nouveaux. Au laboratoire, nous avons des mannequins et des situations bien réelles avec des êtres humains. Notre travail consiste à faire le lien entre les mesures faites sur les mannequins et les blessures réelles. John Frederick Gronvall et son équipe peuvent reprendre 50 ans de données à l'aide d'un logiciel qui reproduit un essai de choc en virtuel. La simulation informatique permet aujourd'hui de déterminer plus rapidement et bien plus précisément le comportement d'un véhicule. En réunissant toutes ces données, à quelles conclusions sont arrivés les médecins, les scientifiques et les constructeurs? Comment peut-on concevoir la voiture la plus sûre possible? En fait, la découverte principale, c'est que les conducteurs sont irresponsables. En effet, la plupart des accidents sont dus à une erreur humaine. Construire la voiture la plus sûre du monde consiste donc à supprimer le maillon le plus faible de la sécurité, à savoir le conducteur. Vous allez découvrir l'efficacité de la sécurité automobile moderne. Lancé sur une autoroute allemande à 240 km/h, ce conducteur est en difficulté. Il mord sur le gazon sur sa droite et perd le contrôle de son véhicule. Comme par miracle, il émerge de l'épave non seulement vivant, mais indemne. Il doit la vie non pas à la chance, mais à la science. Malgré ces progrès, avec la multiplication des trajets en voiture, le nombre de tués sur les routes augmente dans de nombreux pays. Et en cas d'accident, c'est toujours la faute de la chaussée, de la météo ou de la voiture, quand ça n'est pas celle du destin. Les preuves démontrent pourtant que ce n'est pas le cas. Plus de 90% des accidents sont dus à des erreurs de conduite. Une fois derrière un volant, beaucoup de gens changent du tout au tout. Les psychologues ont constaté que plus la voiture est sûre, plus on conduit vite et plus on prend des risques. À chaque trentaine de centimètres gagnés en largeur de voie, le conducteur augmente sa vitesse de 5 km/h et devient imprudent. Et ça a un impact dramatique sur les piétons. Rien qu'aux États-Unis, ils sont 116 000 à être fauchés chaque année et 6 000 d'entre eux n'en réchappent pas. Même le feu rouge à hauteur d'un passage clouté n'est pas synonyme de sécurité. Les constructeurs d'aujourd'hui s'intéressent donc à la sécurité des gens à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. Les voitures de sport sont le pire cauchemar du piéton, mais leurs lignes profilées sont ce qui les fait vendre. C'est pourquoi Jaguar a présenté le premier capot déployable pyrotechnique de protection pour piétons du monde, un système à la pointe de la technologie.
À l'impact, ce capot s'ouvre automatiquement, créant un effet absorbant qui évite aux piétons de percuter le moteur. Ces blessures sont ainsi réduites. Mais les recherches montrent que la plupart des accidents ont lieu lorsque le conducteur n'a pas vu le piéton, principalement la nuit. C'est pourquoi les scientifiques ont inventé le premier système de vision nocturne intelligent. Des caméras infrarouges détectent les piétons qui se trouvent sur le passage du véhicule et l'appareil prévient le conducteur à l'avance. Mais cet arsenal de mesures ne fait que mettre en évidence les limites du conducteur. L'aide que nos voitures nous apportent pour réduire le nombre d'accidents est limitée par les défaillances de l'homme. L'ordinateur, lui, est moins faillible. Il ne s'énerve pas, ne s'endort pas, ne se dissipe pas. Et en plus, il sait conduire. Ces systèmes font partie de ce qu'on appelle la sécurité active. Luis Mores de chez Chrysler nous explique en quoi la prévention des accidents gérés par ordinateur est plus rapide que la réaction humaine. Nous avons environ 100 millisecondes, soit un dixième de seconde pour protéger les occupants. Tous les systèmes de sécurité doivent réagir dans cet intervalle, qui lui ne changera pas. Avec la sécurité active, on s'octroie plusieurs secondes, parfois jusqu'à 10, pour que la technologie d'aide à la conduite évite un accident. Démonstration avec les freins. L'ordinateur détecte ce qu'il pense être l'intention du conducteur et améliore cette capacité en freinant à fond. Mais il repère aussi le moment où le conducteur relève le pied de la pédale et il désengage le système. Le dernier prototype Volvo est équipé d'un système similaire appelé CMBS. Des caméras et des ordinateurs embarqués calculent la distance entre les véhicules, leur vitesse relative et leur parcours estimé pour déterminer la probabilité d'un accident. Le véhicule freine automatiquement pour atténuer le risque de choc arrière. Il reste une cinquantaine de mètres et je roule à 40 km/h tout droit vers la voiture gonflable. Il a freiné automatiquement et il y a eu collision, mais à une vitesse très réduite. Lorsque la voiture repère l'imminence d'un impact, elle avertit le conducteur et, si ça ne suffit pas, elle prend les commandes et freine. D'autres de nos points faibles sont également traités par la technologie. Les constructeurs travaillent sur un avertisseur d'endormissement. Des caméras embarquées filment des signaux comme le clignement des yeux. Si la voiture pense que le conducteur commence à somnoler, elle lui souffle de l'air froid dans la figure et déclenche une alarme. Tous ces équipements auraient-ils suffi à sauver la princesse Diana? D'après l'enquête, le chauffeur était ivre. Mais d'après l'épave, il roulait à seulement 96 km/h. Dans ce cas, pourquoi la princesse est-elle morte? D'autant qu'elle était assise à l'arrière, c'est-à-dire loin du point d'impact, ce qui lui donnait de meilleures chances de survie. Malheureusement, comme des millions de victimes d'accidents de la route, elle n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Le prix de la sécurité ne se limite pas aux milliards d'euros dépensés par les constructeurs. Il prend aussi en compte les millions de gens qui sont morts et qui meurent en ce moment même sur les routes. Pendant le temps que vous avez consacré à regarder cette émission, une centaine de personnes ont péri dans un accident, dont plus de la moitié pour rien, puisque le grand public n'exige toujours pas que tous les systèmes de sécurité soient intégrés dans chaque nouvelle voiture. Et plus les véhicules sont sûrs, plus on prend de risques. L'homme trouvera toujours des moyens d'avoir des accidents. Donc, pour que les automobiles de demain soient encore plus sûres, l'étape suivante en matière de sécurité s'annonce peut-être comme la plus radicale de toute l'histoire. Interdire à l'homme de conduire pour confier la voiture à des ordinateurs. Sauf que les gens aiment la sensation de liberté que leur confère la voiture. Du coup, les scientifiques de demain devront se montrer aussi ingénieux que leurs prédécesseurs. Et c'est à eux qu'on doit les progrès en matière de sécurité automobile de ces 75 dernières années.